ordinateur, smartphone, tablette, vous savez que trop d'écran nuit à notre santé, mais savez-vous que particulièrement nos yeux pâtissent de cette technologie, et pas seulement quand on est ado ou quand on est geek. C'est le sujet de notre émission, bienvenue dans l'air de rien. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Émilie Piveteau de la Ligue de l'enseignement. C'est ça. Nouvelle chronique cette semaine sur les formations professionnelles pour les métiers de l'animation. Exactement, tout est dit. Tout est dit, très bien. On en saura plus tout à l'heure au cours de l'émission. On terminera l'air de rien cette semaine avec la chronique d'Elphine Blanchard sur un sujet, sur un livre que vous avez beaucoup aimé, même si le thème est un peu dur. Oui, c'est sur l'affaire Laetitia, donc cette jeune fille de Pornic qui a été tuée en 2011. Mais vous allez voir que vraiment, Yvan Jablanca a sorti un bouquin qui a eu le prix Médicis et il fait vraiment un très très beau focus sur cette affaire. Sans aucune transition, sans aucun rapport. Bonjour Monsieur Pogliatti. Bonjour. Vous êtes opticien à La Roche-sur-Yon, je crois qu'on peut le dire. Oui. Nous vous avons invité à cette émission pour parler d'un sujet qui est dans l'air du temps et qui nous concerne tous, parce qu'on consomme tous beaucoup d'écrans. Quel est l'impact des écrans sur nos yeux? On entend un peu tout. Les professionnels aussi peut-être nous invitent un peu plus à la vigilance. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les écrans font souffrir nos yeux? C'est une chose qui est certaine. Les écrans font souffrir nos yeux, ça on peut le dire, pour plusieurs raisons. La première, qui est un petit peu plus sur les jeunes, c'est qu'en étant régulièrement en vision de près, plusieurs études montrent que les jeunes vont développer plus de myopie que les générations précédentes. Ah, donc là, c'est la vision de près qui pose problème. Voilà, parce que quand on regarde de près, on accommode, et quand on regarde de loin, on doit désaccommoder. Avec le temps, beaucoup de jeunes désaccommodent moins. Des études australiennes, des études japonaises montrent que les générations d'étudiants ont plus tendance de myopie que les générations précédentes. D'accord. Quand on dit accommode, pardon, pour bien qu'on comprenne, c'est l'adaptation de notre œil. On met en marche notre zoom de l'œil. D'accord. Voilà, ça nous permet de regarder de près. On met le zoom en marche, on fait la focale. Donc ça, c'est la première effet Une de travers. chose, voilà. La deuxième, c'est que les nouvelles générations d'écrans sont avec des lumières bleues. Tout ce qui est à LED n'est pas forcément bon pour notre œil, même si la lumière bleue est bonne dans certains cas, mais moins bonne sur certaines longueurs d'onde. Ça, on va dire, c'est la deuxième raison. Et pourquoi la lumière bleue? On n'a pas de filtre naturel. Ouais, c'est-à-dire que la lumière bleue, située la longueur d'onde entre 400 et 450 nanomètres, est négative pour notre œil parce qu'elle arrive directement sur notre rétine et elle abîme les cônes et les bâtonnets qui sont les récepteurs de la couleur, du relief. D'accord. Donc ça, à terme, voilà, la deuxième chose. La troisième chose, on va dire que même précédemment, les écrans étaient des révélateurs. Des révélateurs, c'est-à-dire quelqu'un qui ne travaillait pas sur un écran, ne travaillait pas sur vision de près, pouvait avoir besoin d'une correction, mais son mode de vie, son fonctionnement, son travail faisait qu'il n'en sentait pas le besoin. Dès qu'on est sur un écran, où on est continuellement en vision de près, en accommodation, la moindre petite chose qui pouvait exister, on va en avoir besoin de la corriger et de la soulager. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe des solutions? Oui. Oui, heureusement. Ouais. Heureusement, il existe des solutions pour combattre la lumière bleue. Il existe des solutions qui sont avec des filtres ou des matériaux, des verres, vont vous permettre de filtrer cette longueur d'onde nocive. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi des solutions qui sont simples, naturelles, c'est-à-dire quand on est longtemps sur un écran, il faut penser à faire des pauses. Oui, donc à sortir... à faire une petite pause. Il existe une application qui s'appelle Mon Coach Optique qui va vous permettre... On l'a regardé tout à l'heure. Voilà, qui va vous permettre de faire des petits exercices de relaxation, qui va aussi permettre d'autres choses pour des personnes qui ont des petits problèmes de vue, de poursuite oculaire, mais aussi qui... C'est des exercices oculaires, en fait. Qui donnent des petits trucs pour faire de la relaxation oculaire, pour se reposer les yeux pendant... Et ça ne prend pas longtemps. Hein, c'est une application qui est disponible... Et ça s'appelle comment, vous me dites? Mon Coach Optique. Mon Coach
Mon coach. Ah, mon coach mon optique. optique. D'accord, donc C'est pour des petits disponible exercices. sur tablette, D'accord. sur smartphone. Donc on va sur Google, on regarde ça, enfin sur Ouais, le moteur de sur recherche. Et puis, voilà, on fait une d'accord, recherche. Et quelques puis, exercices. voilà, c'était mis au point par des optistes, par des ophtalmos, donc c'est quelque chose. Mais alors ce qu'on dit là, est-ce que c'est valable pour toutes les catégories de la population ? C'est-à-dire les enfants, les adultes qui sont actifs, qui travaillent dans un bureau, et un retraité. On n'a pas le même niveau. Voilà, les enfants sont les personnes à protéger le plus. Parce que l'œil d'un enfant n'est pas fini, il n'est pas complètement terminé avant 10-12 ans. Ça veut dire qu'ils sont plus sensibles aux UV, ils sont plus sensibles à la lumière bleue. Et on voit tous, nous on le voit en magasin, les gamins qui attendent leurs parents, qui sont en train de choisir des lunettes. Les parents donnent le smartphone pour les occuper. On a peut-être ça dans notre entourage. Et les gamins, ils ont 3 ans, ils sont sur le smartphone. Donc ils sont surexposés. Ils sont surexposés. Alors que les adultes au travail, parce que dans notre environnement, que ça soit au travail, l'écran d'ordinateur, l'éclairage qui peut être à LED, les tablettes, on a parlé des smartphones. À la maison, l'éclairage, maintenant, on a de plus en plus d'éclairage à LED. Toutes les télés de moins de 5 ans. Parce que quand on dit écran, mais il y a aussi l'éclairage à LED, donc c'est une lumière bleue. Donc voilà. Là aussi, peut... Voilà, il y avait encore ce matin une émission sur Télématin où il parlait des éclairages et de la nocivité des LED à partir d'un certain seuil qui est à 3000. Les ophtalmos ont estimé qu'au-dessus de 3000 Kelvin, la lumière bleue d'une LED est nocive pour notre rétine. D'accord. Une télé, c'est à LED. Donc même si on se dit c'est pas le travail, mais on est entre la télé, ça s'ajoute aux heures qu'on peut avoir. Ça s'ajoute aux heures. D'accord. Alors les retraités. Alors même si les retraités sont très actifs, on peut imaginer qu'ils passent pas 10 heures devant leur écran d'ordinateur. Ça dépend. Ah ouais. Il y en a. Quand vous additionnez le coucou aux enfants qui sont à l'autre bout de la France sur le téléphone par Skype, parce qu'ils savent s'en servir, un petit peu de recherche sur Internet, 2-3 achats et la télé le soir, plus qu'ils ont modernisé la maison, ils ont une belle cuisine avec un éclairage à LED, ça peut faire beaucoup. Faut pas moderniser la maison. Bah oui, mais les retraités ont un bon pouvoir d'achat, donc ils font des choses bien chez eux. Alors, les enfants, on a vu que vous avez expliqué, ont un œil qui est encore en construction, donc il est potentiellement, enfin, il est fragile. Oui. Est-ce que, à l'autre bout de la chaîne, les retraités, eux aussi, ont un œil qui serait plus fragile et donc plus perméable? Passé un certain âge, on a beaucoup de choses à faire attention. Donc il est fragile. Bon, les LED, les personnes qui sont en retraite n'ont pas été ceux qui ont subi le plus de LED au cours de leur vie, parce que l'éclairage à LED est quand même relativement récent. Mais il y a des problèmes de tension oculaire qui peut conduire au glaucome. Il peut y avoir aussi la cataracte qui arrive entre 65 et 70 ans. Les DMLA. Dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc la DMLA, c'est quand on voit c'est ça, la pastille noire, enfin on voit pas quoi. La DMLA, c'est quand notre rétine s'abîme. Par une histoire de néo-vaisseau, il y a 2 types de DMLA, la sèche et la humide. Mais notre rétine s'abîme avec des petits vaisseaux qui poussent dessus et qui altèrent la vision. Alors il y a, comme vous venez de dire, l'histoire qu'on voit un trou au milieu de... Mais il y a aussi d'autres signes. Vous prenez une verticale, quand vous voyez des zigzags sur une verticale, ça veut dire qu'il y a un début de DMLA. D'accord. Donc je vous ai coupé, vous étiez en train d'énumérer en fait les pathologies liées au vieillissement. Donc ça, en fait, plus une exposition aux écrans, ça empire, Ça ne va pas forcément empirer, mais disons qu'une protection est quand même utile dans ces cas-là. Il existe des protections, il existe aussi des protections naturelles pour protéger notre rétine. Tout bêtement, le raisin noir est un très bon antioxydant qui évite... Il faut en manger une quantité quand même, non ? En manger une fois de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Et le vin, non. Le raisin, non. Il n'y a pas d'études dessus. Il n'y a pas d'études dessus. Quoi qu'en Vendée, on pourrait en faire. Très bien, on va revenir à notre sujet, à la nocivité des écrans, enfin l'impact des écrans sur nos yeux. Et on sort un peu du sujet avec Émilie pour parler de la formation dans le milieu de l'animation.
Alors, Émilie, à la Ligue, vous travaillez avec beaucoup de gens pour qui le métier, c'est l'animation, C'est ça. auprès de différents publics. Alors, on a souvent pensé que ça s'improvisait un peu l'animation, et on voit qu'au contraire. Au contraire, non, c'est ça. Et alors, il y a une bonne nouvelle qui est que les métiers, le secteur de l'animation recrute beaucoup en ce moment. D'accord. Ce qui est lié en grande partie avec la réforme des rythmes scolaires qui date maintenant de plusieurs années, mais il y a des nouveaux métiers qui se sont créés avec la mise en œuvre des nouvelles activités périscolaires. Donc ça recrute. Mais donc il y a des gens à former, bien sûr, parce que jusqu'ici, on a le diplôme de base, on va dire, qui est le BAFA, qu'on connaît tous, pour les jeunes, pour qu'ils deviennent animateurs, par exemple, en colo, l'été, etc. Maintenant, les personnes qui vont animer des temps d'animation auprès des municipalités, colos, ça peut être le temps périscolaire. exactement, c'est ça. Il faut être formé aussi, c'est pas rien. Donc nous, on a mis en place, alors avec Pôle emploi, là pour le coup, Pôle emploi qui nous a demandé en partenariat d'organiser un CQP, un certificat qualifiant professionnel, animateur périscolaire. C'est juste, en fait, sous il y a le BAFA, il y a le CQP au-dessus, on va dire, et puis encore au-dessus, on a ce qu'on appelle un BPGEPS. Voilà, le CQP permet d'animer des temps autres que des colos. Ça peut être l'accueil du matin, la pause méridienne aussi, nouvelles activités périscolaires et l'accueil du soir. Voilà. D'accord. Et le BPGEPS va pouvoir faire tout ça, mais en plus encadrer une équipe. Ouais, d'autant plus que c'est souvent les municipalités qui ont cette responsabilité-là. Absolument. Les municipalités, les métiers d'animation, c'est peut-être pas très... C'est un peu inconnu, c'est normal. C'était pas, cette compétence-là, ils ne l'avaient pas avant cette réforme des rythmes. Donc, ils ont aussi besoin d'être accompagnés et puis de former leurs salariés, leur personnel. Ouais. C'est tout à fait logique. Ouais. Donc, on a lancé ce CQP animateur périscolaire. Il y a 12 stagiaires actuellement. C'est la première fois qu'on le fait. 12 stagiaires qui sont les 3/4 du temps vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils sont accueillis par des municipalités, justement, dans des accueils de loisirs pour s'y confronter aussi, en immersion. voir comment ça se passe. Ils sont encadrés, bien sûr, mais le terrain, c'est important. Et puis, ils ont des cours, quand même, les mercredis et pendant les vacances scolaires, pour apprendre ce qu'est une animation, ce qu'est une structure éducative le rythme aussi. de l'enfant, etc. Oui, le rythme d'enfant, ce qu'est une structure éducative, comment ça fonctionne, c'est quoi un projet éducatif, c'est quoi un projet pédagogique, comment je me place dans tout ça, par rapport aux parents, aux enfants, à mes collègues. Il y a la posture professionnelle qui est importante aussi. Donc, c'est tous ces apports théoriques et pratiques qui font qu'au bout de leur formation, qui se termine, qui dure 6 mois, donc c'est quand même assez court. Voilà. Enfin, oui, je trouvais ça un peu long. Mais... le BPGEPS, en fait, est plus long. C'est pour ça, ça dure 1 an, par exemple. Donc après, ils vont pouvoir être en posture d'animateur au sein des municipalités. Voilà. D'accord. Monter en compétence des métiers, c'est vrai. Parfois, qui sont recrutés un peu, peut-être pas à la va-vite, mais... Non, en fait, ce qui s'était passé jusqu'ici, c'était que sur les collectivités, ce qu'on a vu beaucoup, c'était par exemple, il y avait du personnel pour surveiller à la cantine, par exemple. Voilà. Ces personnes-là sont devenues multitâches et font aussi des animations et sans avoir ça eu peut être compliqué. la formation pour. Ouais, d'accord, très bien. Bon, et puis si c'est pour pourvoyeur d'emploi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Très bien, merci Émilie. On revient donc à nos écrans et à nos yeux. Donc, vous avez expliqué en quoi les écrans et plus largement la lumière bleue, donc l'éclairage de LED, etc., pouvaient induire quelques pathologies, quelques difficultés. On va peut-être passer un peu rapidement sur les solutions. Alors, je vois que mes collègues ont des lunettes. Dans la vraie vie, j'en ai aussi. Et c'est vrai qu'assez récemment... Pour ma part, mon ophtalmo m'a dit je vais vous prescrire des verres pour les lumières bleues. Je ne sais pas si vous avez fait la réflexion. Les fameux. Et est-ce que vraiment c'est efficace Oui. Monsieur est opticien. C'est vrai. C'est pas faux. C'est efficace tout simplement parce qu'on filtre la longueur d'onde nocive. Quand on emporte, on ne voit aucune différence par rapport à des verres en tire-flèche comme l'une et l'autre portée. Mais on sait qu'on filtre. Donc ça, c'est la première chose. Il peut y avoir 2 types de filtres. Le filtre peut être sur le traitement tire-flèche et vous pouvez avoir une petite couleur résiduelle qui reste, qui est bleu-mauve. Oui. Et maintenant, il y a aussi un fournisseur de verres qui est le numéro 1 mondial et qui, lui, le filtre est directement inclus dans le matériau. Donc on peut avoir aussi quelque chose qui ne se remarque pas.
Si tant est que ça se remarque ou pas, ça c'est... Mais est-ce que c'est une technologie qui est très récente? Parce que moi, c'est la première fois que mon médecin m'évoque cette option-là. C'est assez récent, si tant est que 3 ans, ça soit récent, mais ça commençait vraiment à apparaître sur le marché il y a 3 ans et demi, où les ophtalmos ont tiré la sonnette d'alarme. Il y a eu tout un tas de sonnettes qui se sont mises en place, et les fabricants de verres ont trouvé les parades pour filtrer ces lumières bleues. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, on conseillait les LED à des personnes qui avaient des problèmes de vision, des personnes âgées qui avaient des problèmes de DMLA ou de basse vision, parce que la lumière bleue avait l'avantage aussi des LED de faire beaucoup ressortir les contrastes, et c'était quelque chose que les gens avaient beaucoup de mal à avoir. Donc, vous voyez, comme quoi tout évolue dans le temps. Alors, est-ce que ces verres sont beaucoup plus chers? Non. Non, pour plusieurs raisons. Globalement, au tarif, ils sont un tout petit peu plus chers. Mais maintenant, comme une grande partie des ventes de verres sont gérées par les plateformes, alors quand je dis gérer, c'est les plateformes de tiers payants de vos mutuelles qui décident tel verre est à tel prix, avec toutes ces plateformes qui se sont créées. Nous, on le voit tous les jours, des grandes mutuelles comme la MGEN qui a la plateforme Opticia, ou Harmonie qui a la plateforme Calivia, les prix sont identiques. C'est-à-dire qu'on prenne le traitement lumière bleue ou qu'on ne prenne pas, la mutuelle a décidé que ça serait le même prix de vente pour l'opticien qui fait le tiers payant. Nous, on fait le tiers payant. Alors ça, comment ça se passe chez mon opticien? Il peut me dire, en fonction de ma mutuelle, à peu près... Bien sûr. Nous, sur nos 21 magasins que l'on a en Vendée, on a la possibilité, on fait le tiers payant avec toutes les plateformes qui existent, et on a les tarifs de tout le monde. Vous venez et on répond, je veux la lumière bleue, votre mutuelle, elle l'a valorisé à telle somme, à la même somme que l'autre, et puis parfois il y a 2-3 euros d'écart. C'est vraiment aussi une force des complémentaires qui ont évité une grosse différence de prix entre les deux pour vraiment axer la protection des personnes. Et on a besoin de les essayer, ces fameux verres bleus? Ça va un peu changer la perception des choses ou... Absolument rien. D'accord. C'est exactement comme un autre, sauf qu'il y a le traitement pour la lumière bleue. Mais on n'a aucune différence, ni dans la perception des couleurs, ni dans la vision. Est-ce qu'il faudra quand même continuer à faire les petits exercices avec l'appli que vous nous avez donnée, ou ça va vraiment reposer mon œil Faire un petit exercice de relaxation, ça ne peut pas faire de mal. C'est toujours bon. Après, un des phénomènes, non seulement on est protégé, mais quelque chose que l'on ressent aussi pour les gens qui sont assez longtemps sur des écrans. Vous savez bien que quand on est au bout d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur un écran, on a la sensation d'œil sec, on cligne, ça pique un petit peu. Et c'est un phénomène dont on s'est rendu compte, et que les porteurs de verres qui filtrent la lumière bleue ont moins cette sensation d'œil sec et de... D'accord, inconfort. Voilà, inconfort en plus. Et pour les gens qui ont des lentilles, il n'y a pas les lentilles lumière Si, ça va bientôt arriver. Bientôt. Voilà. Il commence déjà à y avoir un fournisseur qui nous a annoncé la première. Donc, quand un premier fournisseur nous annonce la première, le reste va suivre d'ici peu de temps. Alors, pour ça, il faut toujours passer évidemment par une ordonnance. Bien sûr. Par l'ophtalmo. On connaît la difficulté pour avoir un rendez-vous. Quand on en a un, il faut être patient. Est-ce qu'on peut aller, en attendant, si on a un doute, on se dit j'ai l'impression que je vois moins bien dans mes lunettes, aller voir son opticien pour, alors c'est peut-être pas un diagnostic, mais un premier test ou... Alors, oui, bien sûr, vous pouvez aller voir votre opticien sans aucun problème, dans la limite de 2 choses. Dans la limite de la durée de validité de votre ordonnance, c'est la première, et aussi à partir du moment où l'ophtalmologiste que vous avez vu n'a pas mis de contre-indication. L'ophtalmologiste peut très bien mettre non modifiable, non substituable. Donc dans ce cas-là, on peut faire un petit... Donc ça, c'est au cas où j'ai déjà une ordonnance et que l'opticien... Voilà. Et là, dans ce cas-là, l'opticien peut vous dire oui, ça bouge un petit peu, retournez voir l'ophtalmo. D'accord. Si ce n'est pas le cas,
dans la durée de validation de l'ordonnance, votre opticien peut aussi légèrement, peut modifier votre correction. D'accord. Les ordonnances, la validité, on peut peut-être venir dessus, vient d'évoluer là le 17 octobre. C'est-à-dire qu'une ordonnance pour une personne de 0 à 16 ans est valable 1 an. De 16 à 42 ans, c'est valable 5 ans. D'accord, donc ça a été rallongé. Voilà. Seulement sur cette date-là, de 16 à 42 ans. Et seulement, évidemment, pour les ordonnances qui sont postérieures au 17 octobre. Après 42 ans, c'est valable 3 ans. D'accord. Donc d'où l'importance pour les seniors. C'était 3 ans avant. C'était déjà 3 ans. C'était déjà 3 ans pour les 16-40. Ça a bougé au niveau de 16 à 42. D'où l'importance, pour revenir sur le sujet des seniors, que les seniors prennent régulièrement leur rendez-vous et fassent bien attention à l'état de leurs yeux. D'accord. Quand on est senior, il faut... c'est pas parce qu'on a eu des lunettes toute sa vie, il faut être particulièrement vigilant parce que des pathologies spécifiques. Souvent, ils sont peut-être un petit peu moins vigilants. Le travail, ils se disent je ne vais plus travailler. La dernière fois que j'ai vu mon ophtalmo, il m'a dit que ça n'allait pas bouger. Donc, je me laisse un peu. Puis quand on sait très bien que les seniors sont toujours très, très, très occupés. Oui. Qu'est-ce que ce sera? Bien, donc, toujours la prévention et puis se faire suivre régulièrement. Et en cas de doute, on peut poser la question à son opticien. Et puis, comme on disait, là, au niveau des ophtalmos, vous parliez tout à l'heure de la difficulté d'avoir des rendez-vous. Clairement, on peut le dire, à La Roche-sur-Yon, il y a 4 nouveaux ophtalmologistes qui sont arrivés, qui ont ouvert un cabinet le 13 février. Donc, c'est quelque chose d'important, avec des délais de rendez-vous assez courts. Et puis, je peux aussi vous dire qu'au niveau de l'hôpital, j'ai eu la confirmation, donc il est resté tout seul pendant quasiment 2 ans, le docteur Djemar, a depuis 1 an un mi-temps en plus, et à partir du 1er juin, rajouter à ce mi-temps un autre temps complet. Donc l'hôpital va passer à 2 temps et demi, donc ça va être super. Eh bien, souhaitons que ce soit vrai aussi pour les autres spécialités. Merci M. Pogliatti pour nous avoir éclairé. On termine l'émission avec la chronique de Delphine Blanchat sur un livre qui s'appelle Laetitia. Oui. Alors, Laetitia... Nous quittons les écrans et on en vient au papier. Laetitia, c'est un livre de Yvan Jablonka aux éditions du Seuil. C'est autour du récit du meurtre de Laetitia Perret en 2011, dont on se souvient tous, j'imagine, vu l'horreur du drame que ça a été. Donc c'était cette jeune serveuse de 18 ans qui a été kidnappée, et puis on a appris qu'elle était morte, et son tueur, son agresseur l'a découpée en morceaux, et elle a été jetée dans un lac. Donc ça s'est passé entre Pornic et à Bernerie-en-Ré. En 2011. 2011, ouais. Et on se dit, alors pourquoi s'infliger ce genre de lecture? Mais parce que vraiment, Yvan Jablonka, il n'est pas du tout voyeuriste. C'est pas un auteur qui a dit, tiens, je vais prendre un fait divers, et puis allez, je vais aller dans le sanguinolent. C'est pas fait entrer l'accusé, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est un bel hommage à cette jeune fille de 18 ans qui essayait de s'en sortir. Voilà. C'était une jeune fille de la DAS. Et Yvan Jablonka, il est d'abord historien. Donc en fait, c'est pas, il prend, c'est-à-dire ce fait divers, pour raconter un état des lieux de la France contemporaine de 2011 à 2016. Il a fait un vrai travail d'enquête. Il est allé voir les journalistes qui, à l'époque, avaient travaillé sur le dossier. C'est émaillé de dépêches AFP, donc on remonte le fil au jour le jour des découvertes, parce que ça a duré, c'était une épopée qui a duré plusieurs semaines, voire mois. Et le sous-titre, c'est Laetitia ou la fin des hommes. Et on pourrait dire Laetitia ou la fin aussi d'un système politique. Ou la fin des hommes. Oui, ou la fin des hommes. Ça raconte vraiment le déterminisme social. C'est-à-dire que Laetitia, elle a flirté avec son tueur. Elle l'a suivi, alors de son plein gré, entre guillemets. Mais il raconte vraiment ça. C'est-à-dire que comment on est déterminé socialement, par certaines choses. Moi,
moi, je n'aurais pas suivi ce tueur. Mais elle a eu une enfance chaotique. Elle a eu un père d'accueil dont on a appris ensuite qu'il l'avait violée, ce père d'accueil. D'accord. Il y a une histoire derrière. Oui, toute une histoire qui fait que Laetitia en est venue à suivre ce meurtrier. Et elle n'a pas su décoder et c'est vraiment un bel hommage qu'Ivan Jablonka lui rend. Parce qu'il a rencontré sa sœur aussi, Jessica, qui elle essaye de s'en sortir aujourd'hui. C'est pas un roman, c'est vraiment une enquête. C'est une enquête et une analyse sociologique, politique. C'est un livre d'histoire, hein. Vraiment, c'est un livre d'histoire. Il a eu le prix Médicis en novembre dernier. Et les éditions du Seuil, elles ont beaucoup de collections. Là, c'est dans la collection qui s'appelle La librairie du XXIe siècle. Et elle nous prouve que la littérature, elle peut aussi raconter le réel, elle peut raconter ce qui se passe. C'est pas forcément un essai qui va nous faire comprendre le monde. Et je tiens aussi à vous signaler aux éditions du Seuil, il y a une collection qui s'appelle Raconter la vie. Ivan Jablonka est aussi écrit dans cette collection-là. Et le jeudi 23 mars, il y aura une grande soirée au théâtre avec Pierre Rosanvallon, qui est le directeur de collection. Donc, au théâtre de La Roche-sur-Yon. Oui, au théâtre de La Roche-sur-Yon. C'est le Grand Air qui organise ça. Et ça vous montrera que vraiment la littérature a des belles choses à dire. Laetitia Ivan Jablonka, combien? Édition du Seuil, 21 €. Très bien. Merci Delphine. On termine cette émission avec cet ouvrage Pagamé qui a l'air intéressant. Merci Monsieur Pollati d'avoir parlé de l'impact des écrans. Émilie, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.